Bon Scott n'était pas seulement le chanteur de C2C. Il était l'étincelle qui a enflammé une époque, une voix rugissante et un regard malicieux qui incarnait la rébellion pure. Avec son cuir, sa bravade et des hymnes comme Highway to Hell, il a redéfini le rock'n'roll. Mais derrière la légende se cachait un homme hanté par des fantômes, un passé douloureux, des luttes intérieures et une fin tragique enveloppée de questions. De l'enfant moqué pour son accent écossais au dieu du rock fauché à 33 ans, l'histoire de Bon Scott est celle d'un combattant, d'un rêveur et d'un homme qui, peut-être, pressentait sa chute. Plongé dans la vie de Ronald Belfort Scott, une vie de triomphe, de cicatrices et de secrets qui résonnent encore dans chaque rive de C2C. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le mythe. Se battre pour appartenir. Ronald Belfort Scott naît le 9 juillet 1946 à Forfar, une petite ville des basses-terres écossaises. Sa naissance est une lueur d'espoir pour Chic et Isabel Scott, qui pleurent encore la perte de leur premier fils, Sandy, mort nourrisson pendant la Seconde Guerre mondiale. Chic, boulanger militaire, a servi en France, en Irlande, en Afrique du Nord et en Italie, rentrant dans une Écosse brisée par l'austérité. En 1952, les Scott saisissent l'opportunité du programme Ten Pound Pon, offrant une immigration subventionnée vers l'Australie. À 6 ans, Bon embarque avec sa famille pour Melbourne, laissant derrière eux un pays marqué par la guerre. À Sunshine, banlieue ouvrière, Bon découvre un nouveau défi, son accent écossais. À l'école, ses camarades se moquent de lui, le surnommant « Bonnie Scotland », une insulte visant à la fois son origine et sa prétendue fragilité. Dans une culture où la dureté est une monnaie d'échange, Bon riposte. Il se bat, rentre chez lui couvert de bleu, mais jamais brisé. Ce surnom, d'abord douloureux, devient « Bon », un nom qu'il portera comme un étendard. En 1956, la famille déménage à Fremantle, une ville portuaire rude près de Perth. Fremantle est un creuset de marins, de dockers et de bagarres. Bon s'inscrit au John Curtin High School, mais l'école l'ennuie. Il préfère les motos, la musique et les bandes de jeunes rebelles. À 15 ans, il abandonne l'école pour des petits boulots, ouvrier agricole, pêcheur de langoustes, mécanicien. Son éthique de travail impressionne, un employeur le nomme meilleur apprenti, mais Bon cherche plus. La musique entre dans sa vie via une flûte à bec dans une fanfare locale, puis les disques de Chuck Berry, Elvis Presley et Little Richard. Leur énergie brute l'électrise. Il commence à rêver, transformer les insultes de son enfance en puissance, la douleur en chanson. Rébellion, maison de redressement et route vers le rock. À 16 ans, Bon est un esprit libre, refusant les cages des salles de classe. Les rues de Fremantle lui offrent une autre éducation, survie, audace, liberté. Il se lie à des adolescents plus âgés, cherchant l'adrénaline dans la musique et les bagarres. Mais son énergie le mène à des ennuis. En 1963, une série de délits, vol de véhicules, fausse identité, évasion de garde à vue ou le conduit devant un juge. Condamné, il est envoyé à Riverbank, un centre correctionnel pour mineurs. Les conditions sont rudes, douche glacée, corvée, silence imposé. Pourtant, Bon s'adapte. Il trouve un exutoire dans un groupe de détenus, jouant de la batterie lors d'un rare concert pour les familles. Face à sa mère, il déclare « Je vais être célèbre ». Libéré fin 1963, Bon tente de se ranger. Il postule pour les réserves militaires australiennes, mais est rejeté, qualifié des « inadaptés sociales ». Loin d'être brisé, il embrasse cette étiquette. En 1964, il cofonde The Spector, un groupe mêlant blues, rock et influence de la British Invasion. Avec John Collins, il alterne entre chant et percussion, forgeant un son brut et authentique. La même année, il rencontre Maria Van Vliemen, une jeune fille de 17 ans, calme et structurée, issue d'une famille aisée. Leur amour défie les attentes. Malgré la désapprobation des parents de Maria, elle devient sa confidente, gérant les concerts des Spector. Bon s'adoucit à ses côtés, assistant même à l'église le dimanche. Les week-ends à Fremantle, près du port, à écouter de la musique et manger du poisson frite, dessinent une vie plus stable. Mais la rébellion couve toujours, prête à exploser. Les Valentines et l'accident presque fatal. En 1967, Bon rejoint The Valentines, un groupe pop-rock de Perth visant la gloire nationale. Avec Vince Lovegrove, ils forment un duo charismatique, leurs singles comme Juliet et My Old Man's a Groovy Old Man grimpant dans les classements. Ils tournent avec The Easy Beat et Johnny Farnham, attirant des foules en délire. Mais l'image lisse des Valentines étouffe Bon. Il aspire à plus de rudesse, de liberté.
En 1969, un scandale éclate, une descente policière au Jean Juc Surf Life Saving Club, où le groupe Répète fait les gros titres. Les accusations de drogue ternissent leur réputation. Les radios se détournent, les promoteurs annulent. En 1970, The Valentine se dissout. Bon rebondit avec Fraternity, un groupe de rock progressif mêlant blues et psychédélisme. Leur victoire au Odless Battle of the Sounds en 1971 leur ouvre les portes d'une tournée internationale. Mais des problèmes juridiques, liés au passé de Bon, bloquent une tournée aux États-Unis. Le groupe s'installe à Londres, espérant percer. Les concerts, comme une première partie pour Status Quo, sont décevants. Bon se moque de leur style, mais leur puissance le laisse sans voix. Avec peu de succès et des dettes croissantes, Fraternity rentre en Australie en 1973, brisé. La vie personnelle de Bon s'effrite aussi. Son mariage avec Irene Thornton, épousée en 1972, est sous tension. Les disputes s'enchaînent, et Bon disparaît parfois des jours entiers. Le 3 mai 1973, après une répétition houleuse, Bon prend sa moto Suzuki GT 550. Dans la nuit d'Adélaïde, il percute un véhicule. L'accident est brutal. Bon est projeté, sombre dans le coma, sa mâchoire brisée. Pendant 3 jours, il oscille entre la vie et la mort. À son réveil, il est immobilisé, la mâchoire maintenue par des fils. Ce silence forcé le pousse à réfléchir. L'industrie musicale, les excès, les combats de son passé où tout pèse. Mais sous la douleur, une flamme persiste. Bon Scott n'est pas fini. AC/DC s'enflamme, mais les ombres s'insèrent. En 1974, Bon, convalescent, enchaîne les petits boulots, peinture, déménagement, tonte de pelouse. Vince Lovegrove, son ancien partenaire des Valentines, lui offre un toit et des concerts. Puis, une opportunité change tout. AC/DC, un groupe de Sydney, cherche un chanteur. Bon, alors âgé de 28 ans, assiste à leur performance au Poraka Hotel en octobre 1974. Les frères Young, Angus et Malcolm, sont une tornade d'énergie. Ils ressemblaient à des écoliers, plaisantent Bon, mais leur puissance le captive. Lorsqu'ils jouent ensemble, la chimie est explosive. En février 1975, High Voltage sort en Australie. Bon coécrit des titres comme She's Got Balls et Can I Sit Next to You Girl, insufflant son humour cru et son authenticité. TNT, 1975, avec It's a Long Way to Stop, If You Wanna Rock'n'Roll, devient un hymne ouvrier, sublimé par la cornemuse de Bon, un clin d'œil à ses racines écossaises. Suivent Dirty Deeds Done Dirt Cheap, 1976, Let There Be Rock, 1977, et Powerage, 1978, chaque album plus audacieux. En 1979, Highway to Hell, produit par Robert John Mutt Lange, propulse AC/DC au sommet mondial. La voix de Bon, rauque et indomptable, résonne partout. Mais en coulisses, des fissures apparaissent. Bon est imprévisible. Certains soirs, il est magnétique, d'autres, il disparaît. En 1979, sa mère lui envoie un billet pour l'Australie. Il monte dans l'avion, mais s'égare en chemin, retrouvé une semaine plus tard à l'aéroport de Heathrow, pieds nus et désorienté. « Quelqu'un peut venir me chercher ?» demande-t-il. Angus plaisante, une semaine avec Bon, c'est une aventure. Mais dans une lettre à son frère Derek, Bon confie « Je hurle sur scène, mais personne ne m'entend. » Sous la gloire, une fatigue spirituelle s'installe. La dernière nuit est le secret qui nous hante. Le 18 février 1980, Londres pulse de vie. Après la tournée Highway to Hell, AC/DC prépare un nouvel album. Bon sort au Music Machine à Camden, un repère familier. Accompagné d'Alistair Kinnear, musicien et ami, il boit, rit, vit l'instant. Mais la soirée bascule. Aux petites heures, Bon, ivre, s'effondre. Kinnear, incapable de le réveiller, le laisse dans sa Renault 5, garée à East Dulwich. Le lendemain matin, Bon est immobile, froid. Les secours le déclarent mort à 33 ans. Cause officielle, intoxication alcoolique aiguë, avec un taux d'alcool de 0,41%. Mort accidentelle, conclut le coroner. Pourtant, des questions persistent. Aucun rapport toxicologique complet n'est publié. Aucune autopsie n'exclut d'autres substances. Jesse Fink, dans Bon, The Last Highway, 2017, explore des théories, drogue dure, incohérence dans la chronologie, zone d'ombre autour de Kinnear, qui disparaît en mer en 2006. Une rumeur tenace concerne Back in Black, 1980, sorti 5 mois après la mort de Bon.
Une ancienne compagne, Holly X, affirme que Bon écrivait des paroles peu avant sa mort, évoquant une femme aux yeux chartreux et un travail en heures sup, étrangement proche de You Shook Me All Night Long. Les fans spéculent, Bon a-t-il contribué à l'album sans être crédité? AC/DC reste silencieux. Les dernières lettres de Bon à Derek révèlent un homme usé. Je hurle, mais personne ne m'entend, écrit-il. Lors d'un dernier appel, il confie, si je ne ralentis pas, je n'atteindrai pas 34 ans. Il avait raison. Le 19 février 1980, le rock perd une de ses voix les plus sauvages. AC/DC deviendra légendaire avec Back in Black. Mais pour beaucoup, l'âme de Bon résonne dans chaque riff. Un héritage électrique. Bon Scott était plus qu'un chanteur. Il était la fureur d'un gamin moqué, la rébellion d'un détenu devenu dieu du rock, l'étincelle de AC/DC. Sa mort, entourée de mystères, laisse un vide. Était-ce un accident tragique ou un secret plus sombre? Ses dernières paroles, ses contributions à Back in Black, la vérité sur cette nuit, tout reste flou. Mais sa voix, brute et libre, continue d'enflammer les scènes. Qu'en pensez-vous? Que cachait Bon dans ses dernières lettres? Sa mort était-elle plus qu'un excès d'alcool? Quelle chanson d'AC/DC capture le mieux son esprit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette plongée dans la vie de Bon Scott vous a électrisé, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes du rock. Bon Scott a hurlé pour le monde, et son écho ne s'éteindra jamais.